La caresse, regardez, la Chine a déroulé le tapis rouge pour une poignée de main absolument historique, tout autant d'ailleurs que les échanges qui ont lieu entre les deux dirigeants, les deux superpuissants qui cherchent d'abord, et c'est important, une forme de détente. C'était le premier message adressé par Xi Jinping à Donald Trump. Une relation bilatérale stable est une bonne chose pour le monde. La Chine et les États-Unis ont tout à gagner de la coopération et à perdre en cas de confrontation. Nous devons être partenaires et non rivaux. Nous devons nous aider les uns les autres à réussir. Prospérité, coopération mutuelle, ça sonne évidemment très doux à l'oreille du président américain. Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux. C'est un honneur d'être à vos côtés. C'est un honneur d'être votre ami. Et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais. Alors il est vrai que Donald Trump est en Chine d'abord pour obtenir des contrats. Il veut vendre à ses électeurs que Pékin achète bien du Made in USA. Il est d'ailleurs venu avec 17 grands patrons dans son sillage, ceux de Tesla, ceux de Nvidia. Son objectif, apaiser la guerre commerciale qu'il a lui-même déclenchée l'année dernière. Sauf qu'on est dans un contexte de guerre en Iran et mécaniquement tout ça s'apparente à un bras de fer aujourd'hui. Oui, parce qu'au fond tout oppose ces deux dirigeants. Tenez, le Golfe Persique face à l'Iran, l'armée américaine est en difficulté. Or, dans ce contexte, seul Pékin, allié du régime, peut raisonner Téhéran. Et cela, c'est une carte maîtresse dans les mains de Xi Jinping. L'enjeu pour Xi Jinping, au-delà de la pure négociation avec les Américains, s'il y en a, c'est d'apparaître comme le leader absolu du monde global. C'est-à-dire d'être celui qui sait et qui peut faire la paix dans le monde. S'il réussit cette négociation, enfin ces discussions, il en sort extrêmement gagnant sur un plan diplomatique mondial. Bon, Xi Jinping va certainement monnayer cette médiation. Il a évidemment le dossier taïwanais en tête. Et il a d'ailleurs tout de suite mis la pression, le président chinois. Regardez ce qu'il a déclaré. Il y a risque de conflit Chine-États-Unis si la question de Taïwan est mal gérée. C'est ce qu'il a dit à Donald Trump à peine la cérémonie d'accueil terminée. Sauf que le président américain n'est pas tout à fait le roi nu que l'on aime à présenter. Il est à la tête de la première puissance militaire du monde, très installée en zone Indo-Pacifique, où son armée vient justement de terminer un exercice XXL avec ses alliés, les Philippines, l'Australie, le Japon, la France, la Chine. Les Américains se préparent, regardez. Entraînement, mais tout de même pour cet exercice XXL, Washington a déployé de très gros moyens militaires et plus de 10 000 troupes dans la région. Donc depuis Pékin, en réalité, et en pleine guerre d'Iran, Donald Trump adresse un double message. D'abord, l'Amérique peut combattre sur plusieurs fronts, à la fois dans le Golfe et dans cette zone Indo-Pacifique où elle regarde avec, et c'est le deuxième message, avec grande attention les agissements de la Chine dans sa zone d'influence. Suivez mon regard vers Taïwan, message reçu à Pékin. Capitale, on commence à s'inquiéter pour la personne même de M. Zelensky. Est-ce que la Russie peut répondre de sa vie? Ça, je ne peux pas vous répondre. Eh ben, je peux pas vous répondre. Monsieur, permettez-moi de vous dire que vous êtes mal parti. C'est pas l'avis de M. Zelensky qui est conquérir. Vous avez, dans un premier temps, en effet, reconnu ces deux États. Et maintenant, on s'aperçoit que votre but, c'est à la fois peut-être d'encercler Kiev, peut-être de rentrer dans Kiev, et peut-être de déposer par la force le président élu Zelensky. Mais si c'est le président qui a choisi la guerre. Mais comment il n'a pas choisi la guerre? C'est vous qui avez attaqué. Ça fait 8 ans que ça dure, monsieur. Monsieur Makagonov, même s'il voulait entrer dans l'OTAN, c'est un peuple souverain, une nation souveraine. On comprend que ça vous déplaise, mais comment leur enlever ce droit? Nous avons déjà dessiné ces lignes rouges. Nous avons déjà prévenu tout le monde que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est la ligne rouge pour nous. C'est la question d'intérêt stratégique et vital pour la Russie. Imaginez si l'Ukraine entre dans l'OTAN. L'OTAN commence à développer l'infrastructure militaire avec toutes les installations militaires et Kiev un jour a cette tentation de reconquérir la Crimée, de récupérer la Crimée par la voie militaire. Mais en ce cas, c'est l'article 5 de la charte de l'acte fondateur de l'OTAN qui se déclenche. Et alors, est-ce que les pays de l'OTAN vont s'engager pour participer à la guerre contre la Russie? Mais de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont commencé à tirer des missiles? Personne ne pensait que le Koweït, l'Arabie Saoudite, pareil, les Émirats Arabes Unis allaient s'impliquer. Cela a été une erreur stratégique terrible. Et ils ont gaspillé toutes ces munitions puisque nous avons abattu tout ce qu'ils ont tiré.
On nous a tiré dessus. On a tiré sur nos bâtiments. Imaginez, 111 munitions sophistiquées tirées dans la direction de nos porte-avions. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous avons tout abattu. Mais qui tire comme ça des milliers de missiles si on ne cherche pas de problème? Donc je vous le disais, 111 missiles tirés sur un porte-avions américain, plusieurs milliers de kilomètres-heure, et les 111 menaces ont été abattues bien avant d'être en vue du bâtiment. Vous savez, les types les plus détendus du monde, c'est ceux qui sont aux commandes de la défense antiaérienne. Il faudrait les voir comme ça parler dans la détente la plus totale. Missiles en approche et ils tirent le plus calmement possible. Une erreur de leur part et le bateau est touché. Des hommes, des femmes très courageux qui protègent des bâtiments à plusieurs milliards de dollars. Une grande détente, un grand professionnalisme, quelques pianotements sur un clavier et la menace a disparu. Un azimut, une description de la menace, tout ça est renseigné. On a ça en vue, feu. Et 10 secondes plus tard, boum. Je vais vous dire quelque chose. Ils sont intelligents. Ils sont non seulement intelligents, mais en plus ils sont calmes. C'est des calculs compliqués, mais pour les gens qui commandent tout ça, c'est simple. Proposition à la réponse iranienne aux propositions américaines sur les négociations de paix. Oui, bonsoir Alice. Est-ce un avant-goût? Est-ce que cela donne le ton de la réponse américaine, évidemment, aux contre-propositions iraniennes sur les négociations de paix? On le verra et on va évidemment en parler ce soir. Mais d'abord, on va se concentrer donc sur ces menaces iraniennes en direction de Paris. Tout a commencé avec ces mots de la part du vice-chef de la diplomatie en ce qui concerne notamment le porte-avions Charles de Gaulle qui est en direction de la région du Golfe arabo-persique. Il est à souligner que la présence, voilà ce qu'il dit, de navires français et britanniques ou de tout autre pays susceptible d'accompagner les actions illégales et contraires au droit international des États-Unis dans le détroit d'Ormuz se heurtera à une réponse ferme et immédiate des forces armées de la République islamique d'Iran. Menace auxquelles, donc, le président français a pris le temps de répondre aujourd'hui lors d'une conférence de presse depuis Nairobi au Kenya, où nous serons dans un instant. Mais d'abord, écoutons. Sur cette autre information de la soirée, l'un des 5 Français évacués du navire de croisière. Vous savez, ce navire de croisière qui a été touché par un foyer d'hantavirus et rapatrié donc ce dimanche en France. L'un de ces 5 Français présente visiblement des symptômes. C'est le Premier ministre Sébastien Lecornu qui a donné l'information sur son réseau social X. Je rappelle que 5 passagers français sont de retour aujourd'hui à Paris. Ils ont été rapatriés plus tôt aux Canaries, en Espagne, c'était ce matin, puis transportés donc en avion vers le Bourget et dans un troisième temps à l'hôpital Bichat, ici sur ces images, dans le 18e arrondissement de Paris. Avant d'en parler avec Bruno Megarban et Margot de Fauville, la chef du service santé évidemment de BFM TV, je voudrais qu'on aille sur place à l'hôpital Bichat pour retrouver Suzy Bernard-Ménéguse. Suzy, que pouvez-vous nous dire ce soir de ces 5 passagers français de retour sur le territoire? Que sait-on et notamment que sait-on de celui qui serait symptomatique? Qui savent faire ça. On rappelle quand même qu'officiellement il y a encore un cessez-le-feu qui est en vigueur. Mais écoutez malgré tout ce que disait aujourd'hui le porte-parole de l'armée iranienne, alors qu'on a appris que l'ayatollah aurait briefé le chef de l'armée sur de nouvelles mesures, de nouvelles directives et de nouvelles armes aussi. On va écouter le président officiel Farce annonce à l'instant que le navire touché, frappé par un projectile ces dernières heures, est américain. C'est ce qu'affirme le régime iranien. En réalité, c'est à vérifier, comme toujours, mais si ça se confirme, bon, c'est un développement important
dans le détroit d'Ormuz, de nouveau ce week-end, après une semaine marquée par de véritables affrontements, oui, général, dans le détroit. Alors effectivement, selon ce communiqué, alors toute l'ambiguïté, c'est à qui appartient le bateau, quel est le pavillon du bateau, à qui appartient la cargaison. Voilà. Donc c'est ça aussi qui pose de très gros problèmes, parce que en fait, il faut bien comprendre que les Américains ont très peu de bateaux en pavillon propre. La flotte de marine marchande américaine est plutôt réduite. Bon, de là depuis le début de la guerre, d'ailleurs, Téhéran avait dit qu'il pouvait attaquer aussi les bateaux ayant liés aussi aux intérêts israéliens. Donc c'est un mélange des deux. Mais là, si effectivement Téhéran dit que c'est un bateau américain, c'est une provocation qui entraînera de facto une nouvelle action américaine dans les heures à venir sur un bateau iranien. On va retrouver Sami Sfaxi, qui est à Washington pour BFM TV. Bonjour Sami, parce que l'autre fait majeur ce matin, et ça rejoint ce que l'on vient de se dire, je pense, et qui est une conséquence des affrontements de cette semaine dans le détroit d'Ormuz, et peut-être ceux encore de ces dernières heures. Sami, cette menace iranienne d'il y a quelques heures contre les intérêts américains au Moyen-Orient notamment. Oui, François, et alors que Donald Trump, c'est vrai, attend toujours une réponse officielle des Iraniens sur leurs propositions, eh bien c'est vrai, les gardiens de la révolution ont menacé, ils frapperont les intérêts américains dans la région si les États-Unis continuent de cibler les tankers iraniens, comme c'était le cas hier. Alors, est-ce que les événements de ce matin dont vous parliez à l'instant sont l'illustration de cette provocation et en tout cas de cette réponse des gardiens de la révolution? Si on en suit ce que vient de dire Téhéran, eh bien ce serait le cas. Mais bon, ça reste encore à confirmer. En attendant, ce qui est sûr, c'est que le temps semble jouer quand même en défaveur de Donald Trump, parce que vous le savez, il a dans les prochains jours le déplacement très certainement le plus important de son mandat. Il partira en Chine et il a besoin, Donald Trump, de gains diplomatiques et militaires avant d'y aller, pour ne pas apparaître bien sûr en position. And now we're going to take a hit, because we have to make a journey down to Iran to take the nuclear weapon. They would have had a nuclear weapon within 2 weeks. Remember, we sent that beautiful B-2 bomber in, and we blew up their nuclear potential. It was obliterated, for those that are not aware, and to a point where it would take them weeks to dig down, and we wouldn't let them dig down. We have our eyes on it all the time. But it was a very important thing. So we would have had an Iran with a nuclear weapon, and maybe we wouldn't all be here right now. I can tell you the Middle East would have been gone, Israel would have been gone, and they would have trained their sights on Europe first and then us, because they're sick people. These are sick people. And we're not going to let lunatics have a nuclear weapon. The power of a nuclear weapon is something I don't even want to talk about. It's not going to happen, and we have beaten them badly. We just broke every record. Iranienne Fars qui affirme que l'Iran se préparait à affirmer un contrôle souverain total sur les 7 câbles internet sous-marins qui passent par le détroit d'Ormuz, et que vous les voyez, ici à l'image. Donc il y a beaucoup de câbles sous-marins dans le détroit, on le découvre. C'est l'agence de presse iranienne